Dans l'épisode précédent. Alors Dieu sait comment on va marcher quand on va arriver là-bas. Donc là, on va rentrer à l'intérieur de l'écluse. Alors la particularité du canal de Savières, c'est que c'est un canal qui est unique en France, car le sens de son courant peut s'effectuer dans les deux sens. Elle s'est trompée de côté. Putain, t'es où? Mais tu t'es trompé de côté. Je te vois pas, t'es où? Mais tu t'es trompé de côté. Pour être très honnête, je pense que on aurait pu dire stop à un moment donné. Ah mais Vraiment. c'était fou. Vas-y, roule. Oh. Vélo électrique. Ça arrête en stop. Salut! Aujourd'hui, c'est nous qui prenons le relais et on va jusqu'à Vienne. On passe notamment par Lyon, on pourra découvrir cette magnifique ville. Allez, c'est parti. Bon alors Martine, tu avais un entraînement, je crois, assez conséquent avant le début. Tout à fait. Une semaine de vacances. Au bas mot, ouais. Donc c'était la première fois que je montais sur un vélo électrique, il faut savoir, avec entraînement 0. Soyez indulgents, c'est ma première fois. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts? Ouais. Allez, à toutes. Salut. Et surtout, bonne chance. Les becs, oui. Un camion qui nous dévance, qui te dévance toi de manière assez large. Oui. Moi un petit peu honnêtement. Il s'est rabattu sur toi. Ouais, Il c'est un était peu très ça. sympa avec moi, mais... Oh non de Dieu! Ouais, j'ai dû un peu sortir de la route pour l'éviter. C'était vraiment, après 2 minutes de route, même pas, je crois que ça a lancé une journée qui allait être assez importante, en tout cas en termes d'émotion. Il faut dire que c'était pas la bonne route aussi. Ça, c'était pas la bonne route aussi. En plus, on aurait évité sans doute le Donc, camion. ouais, on a On failli est parti pour rien. sur 300-400 mètres de Inutilement. la mauvaise route, quoi. Hey. Je sens des gouttes. Ouais. Bon, le départ, c'était sans la pluie, Martine, mais ça n'a pas vraiment duré longtemps. Non, on avait déjà anticipé et pris les kawaii. On a mis quoi les kawaii quoi après honnêtement, je pense qu'après une demi-heure, une heure, on avait les kawaii. On a fait la première intervention, ensuite on a pu s'équiper. On adore les pèlerines. Voilà, on adore les pèlerines. Ouais, là, ça commence à bien pleuvoir. Et donc on arrive à Lyon avec un peu de retard parce qu'on avait un rendez-vous avec un historien pour nous parler de cette magnifique ville de Lyon. Arrivé à Lyon, compliqué pour toi? J'étais fébrile, j'avais faim, il fallait que je mange, il fallait que je m'arrête et descendre du vélo sous la pluie, c'était un grand moment. Regarde. Wouhou! Salut! Bonjour! Salut, c'est Didier. Oui, enchanté. Vous venez de la Lune là. Ouais, c'est un peu ça. C'est vraiment compliqué. Ouais, ma collègue Martine qui m'accompagne. Là, je crois que les derniers mètres sont compliqués là. Donc c'était une interview un petit peu lunaire parce qu'on était vraiment détrempés. Oui. Le matériel aussi était vraiment très mouillé, les micros, etc. C'était vraiment compliqué. Alors notre intervenant nous a abrité un petit peu sous le parapluie, mais ouais, c'était vraiment un moment compliqué. Bon, on arrive de Verteuil, alors sous la pluie ici à Lyon, on a posé les vélos et puis on va parler un petit peu de cette ville emblématique de Lyon, traversée par le Rhône avec vous, Nicolas Bruno-Jacquet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, merci de nous accueillir ici. On est au début de Lyon, c'est ça? Où on se trouve exactement? On est totalement au cœur de la ville, dans une articulation assez importante, juste en face de l'Hôtel-Dieu, qui est un édifice du XVIIIe siècle, qui a une certaine monumentalité, un graphisme qui s'exprime par ce long linéaire d'architecture de pierre de taille qui correspond à un basculement de la ville au XVIIIe siècle sur la conquête de ce fleuve. Parce qu'on a vraiment ce fleuve qui passe au milieu de la ville, hein, c'est vraiment l'emblème de Lyon. Et c'est-à-dire qu'en fait la presqu'île, qui est cette partie centrale entre les deux fleuves, n'est pas plus large que 500 mètres à peu près, donc on a une ville qui est construite à cheval,
Alors il y a un paysage plus historique et plus ancien du côté des collines. On voit au loin un petit peu Fourvière dans les brumes aujourd'hui malheureusement. Et donc ici nous sommes dans un espace d'extension de la ville qui est assez moderne mais qui ouvre Lyon vers des nouveaux territoires. Vous savez que vous pouvez voir l'échelle du fleuve ici un petit peu à vos pieds. Parce qu'on a toujours eu finalement Lyon des deux côtés du fleuve. Non, pas du tout. Ici on est sur une ancienne zone agricole, aquatique, dans laquelle on avait des bras secondaires du fleuve avec des bancs de sable et de galets. Le niveau naturel est plutôt 5-6 mètres plus bas. Donc on a eu un rehaussement, une conquête urbaine qui aujourd'hui n'apparaît pas comme un élément si visible dans la ville. Et puis cette conquête qui s'est produite il y a à peine 150 ans avec un développement assez moderne de la ville. D'ailleurs, quand on marche un petit peu vers l'est, progressivement, on voit apparaître l'architecture contemporaine qui prend le pas sur le patrimoine ancien. Et c'est à cette période-là qu'on a endigué le Rhône. Voilà, c'est ça. C'était un besoin de survie pour la ville de Lyon. Non pas parce que simplement à cause des crues, mais aussi parce que la ville était contrainte par ce fleuve qui arrive par le nord ici et qui vient plaquer, en fait, si vous voulez, le développement urbanistique de la ville contre les collines. Donc quand on avait 50 000 habitants au 15e, au 16e siècle, le site était tout à fait assez ample pour recevoir cette population. Seulement, à partir du 18e siècle, Lyon monte jusqu'à 150 000 habitants. Donc il y avait une tension qui s'exerçait. Lyon était une ville industrielle dès l'époque, on peut dire manufacture de la soie, donc il y avait des capitaux. On a eu des grands personnages à l'époque du siècle des Lumières qui ont lancé une conquête urbaine, entre autres un certain Perrache, un certain Morand, qui ont permis d'endiguer le fleuve, transformer. C'est juste qu'on a du mal à l'imaginer aujourd'hui, mais tout ça s'est fait à une époque où les moyens techniques n'étaient pas foncièrement toujours optimum. Merci beaucoup de nous avoir appris un petit peu sur Lyon. Je pense qu'il y en aurait tellement encore de choses à dire. Et puis nous, on va poursuivre notre route aujourd'hui jusqu'à Vienne. Merci beaucoup. Merci, je vous en prie. Merci de ce moment. Ah putain, il y a le du On avait un deuxième rendez-vous juste après, toujours à Lyon, pour aller sur un théâtre flottant. Là aussi, on est arrivé détrempé. Lyon, honnêtement, on n'en garde pas un bon souvenir. Vraiment, c'était vraiment, je crois, le pire moment de la journée. Je pense qu'on doit redescendre là-bas. Hein? C'est là-bas, ouais. Hein? Direction là-bas. Ouais, mais on peut passer là-bas, je pense. Oui, il y aura bien. Puis après, on redescend. On est toujours à Lyon ici, on va visiter un théâtre un peu particulier, le théâtre L'Île-Aux, un théâtre flottant, et on va aller à la rencontre de son cofondateur et directeur. On y va. Bonjour Jean-Philippe Amy. Bonjour. Merci de nous recevoir ici dans ce théâtre flottant très particulier. Vous êtes le cofondateur et le directeur. Oui. Ça vient d'où cette idée un peu folle ? On vous l'a dit que c'était une idée un peu folle quand même ? Oui, on me l'a dit plus d'une fois. Alors, on était parti pour faire un théâtre sur de la terre ferme, et puis finalement, on s'est rendu compte, paradoxalement, au bout de 7 ans, que, alors qu'on a déjà un lieu qui existe, un dôme tout en bois, c'était une deuxième expérience de construction, cette deuxième expérience n'a jamais abouti. Et donc, au bout de 7 ans, je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose d'original, puisque sur la terre ferme, ça ne marche pas. À Lyon, il y a de l'eau, on n'en manque pas. Pourquoi pas essayer de faire quelque chose sur l'eau ? Mais on ne le sent pas vraiment qu'on est sur le Rhône ici. Non, parce qu'on flotte bien pourtant. On flotte bien. On a en moyenne 3-4 mètres d'eau sous la quille, comme on dit. Mais c'est une quille un peu particulière. C'est une coque en béton. Alors, aux Pays-Bas, le pays de notre architecte néerlandais, Koen Olthuis, Water Studio, ils ont l'habitude de faire flotter du béton. Nous, pas. Immense avantage, c'est-à-dire que vous allez avoir quelque chose de très stable. Et donc, pour vivre une expérience de théâtre, il vaut mieux que ça soit stable. Qu'est-ce que ça raconte, l'eau et le théâtre ? C'est une symbolique qui est très liée. L'eau, c'est le voyage, c'est la découverte, c'est l'incertitude parfois. Et finalement, une expérience de théâtre, c'est tout ça à la fois. On ne sait pas ce qu'on va découvrir, mais ça va être un voyage immobile, certes. Et donc, ces liens de parenté symboliques sont très forts. Le théâtre, il est surtout orienté vers et pour les enfants. Oui, ça c'est venu avec le temps, parce que pour nous, faire du spectacle pour enfants, je le dis souvent, c'est un enjeu de santé publique. Voilà. Arriver à canaliser un enfant pendant 30 minutes pour qu'il soit à l'écoute d'une proposition d'adulte
hein, rentrer dans la tête d'un adulte, et un adulte qui va mettre aussi ses émotions sur scène, c'est une expérience très très forte, une expérience très voilà, unique, hein, avec des enfants qui maintenant naissent avec un téléphone portable. Et donc là, pendant 30 minutes, il n'y a pas d'échappatoire, il faut que l'enfant soit face à lui-même. Et il y a plusieurs salles ici. Oui, absolument. Il y a une salle pour les tout petits, à partir de 1 an, il y a un petit théâtre en amphi aussi de 80 places. Vous avez cette grande salle de 250 places, où là c'est plutôt à partir de 3 ans et les adultes. Et puis on a aussi un espace à plat, hein, pour des formes plus interactives. Merci beaucoup pour toutes ces explications, pour ce projet. On vous souhaite vraiment plein de succès pour la suite. Merci de nous avoir accueillis ici. Avec plaisir. Et quant à nous, on se quitte pour aller direction Vienne. Donc là, on repart de Lyon. Honnêtement, on n'en a pas vraiment envie. Mais et puis en fait, il y a presque pire qui nous attend pour arriver jusqu'à Vienne. Ah non! Là, c'est plus une route goudronnée jolie, c'est un tout petit sentier dans la forêt. Il y a des arbres, des cailloux, beaucoup de boue. On est toujours au bon endroit. Oh là là là. Oh non! Ah, sa mère! Des arbres au milieu du chemin. Ah oui, rebelote. De la pluie. Là, du coup, on n'arrivait même plus à voir l'équipe qui nous suivait. Non. On était vraiment seuls au monde. Ouais. Hein? Bien seulement. On essaie quand même d'appeler quand même Laurie, qui a eu la bonne idée de nous dire que l'hôtel était finalement plus proche que ce qu'on pensait. Donc on s'est les deux réjouis de ça, parce que c'était vraiment une journée compliquée. On a dit on y va, c'est la dernière ligne droite, on peut le faire, on va y arriver. Apparemment, on a l'hôtel, c'est pas loin. Et finalement, elle nous rappelle quelques minutes après. Non, en fait, il reste 34 minutes jusqu'au bon hôtel. Donc c'est bien celui qui est à Vienne, hein. Ah oui, 34 minutes. Ouais. Alors que nous, on pensait qu'il nous restait même pas 5 minutes. Donc ouais, c'était méga, vraiment frustrant ce moment-là. Mais voilà, on a dû continuer, quoi. C'est quoi ce bordel? Ils ont décidé de mettre des cailloux tout au bord du chemin. On sait pas trop, on comprend pas vraiment. Et puis honnêtement, porter les vélos électriques par-dessus les cailloux, c'est vraiment pas léger. Et le slalom qui en suit. Ça leur sert à quoi? Entre deux, il y a eu la chute. Ouais, c'est une petite chute, ça va. Une sortie de route maîtrisée presque, vraiment. J'ai senti que si on avait 2 secondes d'hésitation, j'allais tomber. J'ai eu 2 secondes d'hésitation, je me suis dit ouh là là. Et du coup, j'ai sauté loin du vélo. L'arrivée quand même à Vienne, Ça va, c'est pas sous le soleil, mais enfin il pleuvait plus du moins. Là, c'est joli. J'avoue que là, ça va. Je sais qu'on arrive à l'hôtel. Ça va. Martine, bravo. C'était pas un plaisir. C'était l'aventure. C'était l'aventure. Il y a eu plusieurs phases. Une phase, le matin, on était assez contents parce qu'il faisait beau. Oui. Il y a eu le 3/4 de la journée, le milieu de la journée, c'était une catastrophe. Et puis la fin, c'était de nouveau le beau. Ah, il y a vraiment des moments où c'est difficile. Avec le recul, c'est très drôle, franchement. Mais sur le moment, quand on avait un timing à respecter, que c'était glissant, que c'était dangereux, que c'était... C'est quoi, pire, Lyon ou bien finalement le passage dans ces petits chemins? Lyon. Non, Lyon, c'était un grand moment. Quand on est arrivé là, c'était rude, vraiment. Ouais, notre tout le invité, monde, hein. notre invité, il avait de la peine pour nous. Oui. Vraiment. Il avait vraiment de la peine pour nous. Départ le lendemain pour Valence, depuis Vienne.
On était plus en forme le deuxième matin quand même. Tout à fait, oui, c'est vrai. C'était pas trop compliqué. Non. Et puis par contre, on avait pu faire sécher notre matériel. Ça c'était bon, plus ou moins. On était assez d'attaque. On avait bien dormi. On nous avait annoncé du soleil, mais bon, il y avait un peu un brouillard épais. Par contre, quand on reprend le vélo et qu'il faut s'asseoir sur la selle, on se rappelle des séquelles de la veille. Les douleurs de la veille, ouais. Oui. Ça, je crois que c'était, on a essayé de trouver les deux des positions pas possibles pour essayer d'avoir moins mal tout le long du trajet. Oh là là! Tu dis, on a eu mal, effectivement, au fessier d'entrée, mais on s'est arrêté très rapidement dans une cave, la cave Guigal, pour nous parler de la côte rôtie, une appellation très connue dans le Rhône, avec une magnifique visite de cave qu'on a pu avoir dans cette magnifique région viticole. Ça, c'est aussi une découverte assez incroyable. Suite de notre descente du Rhône, on est ici à Ampuis pour parler viticulture, œnologie. On est dans une des plus grandes caves de la région et puis surtout avec une spécialité, la côte rôtie. Et on en parle avec l'œnologue de la cave, Jacques Devernois. Bonjour. Bonjour Didier. Merci de nous accueillir ici. Je disais, une des plus grandes caves de la région. C'est impressionnant quand on y vient. C'est vrai que vous faites beaucoup de vins ici et une spécialité notamment. Voilà, on est ici au début du vignoble de la vallée du Rhône avec cette première appellation qui s'appelle côte rôtie, qui fait partie des plus petites appellations, mais qui a cette grande particularité de cultiver de la Syrah. Et la Syrah est un cépage qui aime le vieillissement, qui a besoin de vieillissement. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup de fûts autour de nous, ces pièces de 228 litres qui vont faire vieillir les vins pendant 3 ans. Et la Syrah aussi se prête beaucoup au vignoble qu'on a ici. Oui, tout à fait. Alors le vignoble a été finalement le résultat de ce sillon tracé par le Rhône qui a créé ces coteaux qui protègent le vignoble, qui protègent du vent, qui protègent des intempéries et qui nous créent des conditions très favorables d'ensoleillement, non seulement grâce à la pente, mais aussi grâce aux terrasses qu'on a construites pour maintenir les sols. Je disais, une grande cave, on est sur quelle proportion de production ? Alors nos caves sont physiquement grandes puisqu'elles font 3 hectares. La maison s'est agrandie au fur et à mesure de son histoire et on a eu besoin de plus en plus d'espace. Aujourd'hui, on commercialise 9 millions de bouteilles à travers le monde, une grande partie en France et le reste dans 140 pays différents. On ose encore dire une cave familiale ? Tout à fait. La famille Guigal qui a créé l'entreprise, Guigal, c'est Étienne Guigal, le grand-père, qui a créé la maison en 1946, suivi par son fils Marcel. Et aujourd'hui, c'est son fils Philippe qui gère la maison, qui est œnologue également, et avec qui on travaille quotidiennement pour l'élaboration des grands vins de toute la région de la vallée du Rhône. Une évolution aussi, elle a grandi au fur et à mesure, cette cave. Exactement. On a eu la chance de rencontrer un succès par la qualité de nos vins, et donc on a agrandi la maison pour subvenir à la demande de nos clients. On est ici dans une partie de la cave, on a dit 3 hectares de cette cave. Vous allez nous faire découvrir une petite partie ? Bien sûr, on va aller faire un petit tour. Alors on a déjà devant nous une partie des foudres qui représentent nos cuvées, avec des vins qui sont produits dans des plus grandes quantités, comme déjà l'appellation Côte du Rhône, puis d'autres comme Crozes-Hermitage ou Hermitage. Évidemment Côte rôtie. Et on a ensuite toutes les cuvées spéciales, parcellaires, qui vont donner un peu plus de détails, de connaissances, avec parfois en côte rôtie des terroirs très spécifiques qui sont mis en valeur seuls des vignobles parcellaires. En Valais, en Suisse, on parle souvent des fois de plus en plus de gel sur les vignes. C'est quelque chose que vous connaissez ici ? Alors malheureusement, oui, ça nous arrive. On a eu des épisodes de gel assez forts, notamment en 2021, où on a perdu plus de la moitié de la récolte. Alors c'est l'aléa de l'agriculture. On n'a pas suffisamment de fréquences pour lutter contre le gel de façon organisée, comme dans les vignobles plus septentrionaux en France. Donc on l'a subi, on espère que ça ne reviendra pas, mais voilà, on est complètement à la merci de ces choses-là. On poursuit la visite ? Bien sûr, avec plaisir. Alors on va aller dans cette direction pour voir après ces pièces de 228 litres des contenants plus grands, des foudres qui vont nous permettre de faire vieillir des vins, notamment de la partie méridionale, donc Côte-du-Rhône, Châteauneuf-du-Pape, Gigondas, qui sont d'autres appellations qu'on travaille. Et pourquoi des tailles de tonneaux différents ? Alors des tailles de tonneaux différents parce que ces grands contenants sont adaptés aux vins méridionaux car les vins du sud sont faits
avec de la Syrah, mais surtout une grande partie de Grenache. Et le Grenache a moins besoin d'air que la Syrah. Donc en ayant un contenant plus grand, on a moins d'oxydation au travers du bois. À l'inverse, pour la Syrah a beaucoup de structure, beaucoup de couleurs, et donc il faut lui apporter de l'oxygène au travers du bois pour le stabiliser, pour développer plus de complexité. Et en termes de vieillissement, finalement, tous les vins passent par le même vieillissement, par la même durée? Alors pas tout à fait, en effet, il y a des petites différences en fonction de l'intensité des vins. Le Côtes-du-Rhône, l'appellation régionale, va vieillir 3 ans également, mais dans des foudres et dans des cuves en inox qui seront moins poreuses. Les vins vieillissent tous 3 ans, mais les plus grands vins, les parcellaires, vont vieillir 38 mois, 42 mois, suivant l'intensité du vin. On peut permettre un vieillissement prolongé. Merveilleux, c'est vraiment impressionnant quand même, ces grandes cuves, ces grands tonneaux. On poursuit notre visite? Oui, on va continuer. On peut dire qu'on continue la descente du Rhône. Et c'est vraiment dans ce sens-là, c'est fait de cette manière-là finalement. Voilà, alors on arrive avec quelques vieux foudres qui sont ici. Ça date de quand ça? Alors ces foudres-là datent des années 80. D'accord. Ouais. Par contre, le bâtiment, lui, date du 18e. Et donc là, on est dans les plus anciennes caves. On va aller jusqu'au fond pour vous montrer cette petite cave historique. Voilà, où on fait un vieillissement, donc 2 vins de côte rôtie en pièces qui sont ici pour 3 ans. Donc les vins restent ici, à l'abri de la lumière et dans des conditions de stabilité, de température et d'hygrométrie qui sont essentielles au vieillissement des vins. On est à quelle température? On est à peu près à 13 degrés. Et on est à 85% d'hygrométrie. Donc c'est le plus idéal et surtout cette constante favorise le vieillissement des vins. Et tous les vins passent par ici ou pas forcément? Alors, ils n'ont pas tous besoin de passer là. On considère que toutes les caves ont les mêmes capacités de vieillissement. C'est une question d'opportunité géographique. Quand on a de la place, on range des fûts. Si on n'a plus de place, on les mettra ailleurs. Voilà. Ben voilà, on a fait une partie de cette visite. Est-ce que c'est ouvert au public? Est-ce que les gens peuvent venir visiter, déguster peut-être aussi Alors, tout à fait. On a un lieu dédié à l'accueil du public qui s'appelle le Caveau du Château, qui est dans le même village d'Ampuis, où on présente tous nos vins, où les dégustations, la vente, la découverte des caves ou des vignobles sont possibles, avec une équipe de sommeliers dédiée à l'accueil sur place. Merci Jacques Devernois de nous avoir accueillis ici dans ce magnifique écrin. Et puis on vous souhaite plein de succès pour votre entreprise. Merci. Et puis quant à nous, on continue la descente du Rhône du côté de Valence. Bon, alors on est parti, il y avait le brouillard, il faisait même pas très chaud en début de matinée. Oui, je ressemble un peu à un hooligan avec mon... Magnifique ici, c'est beau. Le chemin, là, la route, elle était très belle. Très belle. Du Rhône, vraiment. On n'a quasiment pas croisé de voiture, pas passé au milieu du village, pas passé les départementales, c'était assez super. Et puis on a avancé vraiment, au fur et à mesure de la journée, il faisait de plus en plus beau. Et ça, c'était assez chouette. On s'est même arrêté pour toi, Martine. Oui, c'était obligatoire. C'était obligatoire. C'était pas obligé de filmer, mais c'était obligatoire. Bon, ben, ça a été filmé, voilà. On dirait pas, ça fait du bien. Oh là là. Tu te rends même pas compte. Puis l'arrivée à Tournon-sur-Rhône pour découvrir une péniche hôtel. Je pense qu'il serait bien arrêté encore plus longtemps que ce qu'on a fait. Surtout qu'il y avait un jacuzzi à l'extérieur, c'était très très beau. Arrivé ici à Tournon-sur-Rhône et on a rendez-vous avec le propriétaire d'une péniche un peu particulière. C'est vous, David Faure, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Alors, c'est des péniches un peu particulières parce qu'on a la possibilité de dormir ici sur place. Exactement, c'est des péniches hôtels, on va dire, équipées de 5 cabines dans la cale du bateau, qui est une péniche Fraissinet. Et l'idée vous est venue finalement lorsque vous avez fait la Via Rhôna?
Exactement, j'ai fait la Via-Rhôna en 2017 de bout en bout. Je suis parti de Genève jusqu'à Sainte-Marie-de-la-Mer, donc il y a 815 km. Et mon expérience cycliste était de m'arrêter à midi après avoir pédalé quelques heures pour trouver un troquet pour pouvoir me restaurer. Et au moment du café, je sortais mon téléphone pour trouver un endroit où dormir. Comme on est itinérant sur l'ensemble de la Via-Rhôna. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment des choses très sympas, ou du moins vraiment au pied de la Via-Rhôna, parce que quand vous faites, comme vous, une centaine de kilomètres par jour, bon, vous avez envie le soir d'arriver proche du Rhône, voilà, proche du Rhône pour repartir aussi plus rapidement le lendemain. Donc l'idée a germé, et comme on a pas mal d'expérience dans la transformation de bateaux en lieu de vie, habitation ou café, restaurant, on a eu l'idée de développer le concept de péniche Bed and Bicycle le long du Rhône pour accueillir les cyclistes qui font la Via-Rhôna, mais pas que. On a aussi plein de clients qui viennent parce que c'est des lieux un peu insolites, hors du temps, et vous allez voir. Et tout commence ici alors? Alors l'expérience cycliste arrive ici parce qu'on a aussi tout prévu, c'est-à-dire que quand vous arrivez, là vous êtes sur la Via-Rhôna, on a mis sur le quai des garages à vélo qui sont des anciens containers marins et qui vous permet de rentrer directement. Nos clients sont équipés d'un QR code à leur réservation et peuvent rentrer de façon autonome et indépendante et libre. Parce que quand vous faites la Via-Rhôna, vous ne savez jamais trop où vous êtes et quand est-ce que vous allez arriver. Donc là, vous pouvez profiter du rythme que vous voulez pour arriver et poser votre vélo en sécurité dans le container. Et l'expérience se poursuit ici? Voilà, et après, on rentre dans l'hôtel. Et donc vous me disiez, vous êtes spécialisé dans cette question de transformation de péniches. Exactement, on a fait une petite dizaine de péniches déjà, notre actif. Donc on transforme, on rachète en fait des péniches comme celle-ci qui était encore il y a 2 ans dans les mains d'un marinier qui a navigué plus d'une quarantaine d'années avec et sa famille. Et donc vous voyez, les hublots n'existaient évidemment pas parce que c'était la cale. Et donc notre métier, c'est on transforme la péniche complètement, donc c'est un gros œuvre en chantier naval. Et puis après, on s'occupe du second œuvre, de la décoration, de clé en main de A à Z en fait. Et ça, c'est le premier modèle que vous avez mis en place, Exactement. La première péniche. La première péniche Bed and Bicycle qui est à Tournon-sur-Rhône. On en a ouvert une autre il y a maintenant à peu près 6 mois à Sainte-Colombe, en face de Vienne. Ouais, on y est passé ce matin. Passé devant. Et puis il faudra que vous pédaliez un peu plus vite parce qu'après, il y a une troisième qui va arriver cet été à Aigues-Mortes. Très bien. Vous nous faites découvrir le lieu? C'est parti. Et donc tout commence ici. Donc voilà, vous arrivez, alors ça bouge pas en tout cas. Écoutez, le Rhône est très calme, mais c'est vrai qu'on a peu de... Alors ça peut arriver, il y a peu de variations. Peu de variations quand il y a des gros bateaux qui passent de commerce, mais ça reste assez sensible. Et donc là, vous êtes dans la partie commune de notre péniche Bed and Bicycle avec un coin cuisine-bar à disposition. Après, on a une grande table d'hôtes. Parce qu'il n'y a pas forcément quelqu'un qui en arrive de manière autonome finalement voilà, ici. C'est l'idée. C'est vraiment, comme je vous disais, on a vraiment travaillé l'ensemble pour que l'expérience soit unique. Et effectivement, il n'y a personne, vous ne faites pas de checking en arrivant. Donc quand vous réservez tout simplement sur notre site internet, vous pouvez, vous recevez votre QR code qui est votre sésame pour accéder au garage à vélo, à la péniche, à votre cabine et puis éventuellement à l'accès spa parce qu'on a un spa à l'arrière. Il y a un spa ici directement. Ouais. Ça fait du bien aux gens peut-être après une journée de vélo. Voilà, je vous montrerai, vous pouvez faire sauna et ou on a un bain nordique qui est assez incroyable, qui est, vous voyez, sur le pont terrasse à l'arrière. Donc les clients adorent ça parce qu'ils se délassent. Et puis surtout, vue sur les coteaux de l'Ermitage ou à Vienne, vue sur Vienne de nuit, c'est magnifique, quoi. Et ça fonctionne bien? Très bien. On a beaucoup de clients cyclistes, à peu près 50% de notre clientèle, c'est des gens qui viennent à vélo. Et 50% d'autres clients qui viennent à pied ou en voiture et qui viennent parce que c'est un lieu un peu insolite, dormir sur l'eau. Bon, voilà, donc on a beaucoup de Suisses, qui est notre plus grosse clientèle hors France. Donc on est très heureux de les accueillir, surtout en vélo, parce que je sais que les Suisses sont fans de vélo. Et donc on a beaucoup de Suisses toutes les semaines, là, maintenant que la Via-Rhôna, les beaux jours arrivent, viennent chez nous. Ouais. Vous nous montrez les espaces peut-être communs? Oui, bien sûr. Je vais vous montrer une cabine. Avec plaisir. Donc, là, il y a la terrasse. Je monte après la partie commune. Donc terrasse encore pour se reposer. Voilà, vous voyez, pour se reposer ou après avoir fait 100 km de vélo, une petite sieste. C'est vraiment au fil de l'eau, avec le bruit du Rhône, vraiment, d'accord. Et avec toujours des vues assez incroyables. Donc on prône cette volonté de slow life, on l'affiche même, qui est un peu
notre façon de penser, de pouvoir ralentir. Alors le Rhône nous aide parce que c'est un fleuve qui est très puissant, mais qui reste à la vitesse du Rhône, quoi. Ça va pas très vite. Je vous fais visiter On passe à la suite. Et là, donc, vous descendez. Alors là, il faut vous rendre compte que c'était la cale. Il y a encore 2 ans, ce bateau a transporté sur le Rhône plus de 400 tonnes de marchandises dans la cale où on a fait les cabines. Et donc, vous avez fait ces ouvertures aussi Exactement. Pour les chambres. Donc voilà, elles sont toutes un peu sur ce modèle-là. C'est très lumineux, hein, comme vous pouvez le voir. Absolument. On est vraiment à ras vraiment le niveau du Rhône. Hein. Ah ouais. Et ça, c'est assez sympa. C'est assez perturbant hein, quand même. Assez perturbant. Ouais, c'est vraiment assez perturbant. Et assez rare parce que finalement, vous êtes vraiment. On a les pieds dans l'eau. Voilà, c'est ça. Vous êtes en dessous du niveau d'eau, donc on a une sensation de fluide qui est. Et on voit bien le niveau, la vitesse finalement du Rhône. Ouais. Donc vous avez donc on a des cabines qui sont très lumineuses, ce qui est assez rare dans des péniches en fait parce que c'est souvent un peu sombre. Donc nous on a revisité l'esprit pour vraiment en faire d'un confort plutôt premium quoi. Ouais. C'est très très bien isolé également. Et là il y a un autre lit pour les enfants. Pour les enfants. Qui adorent. J'imagine. Je pense que même les petits et les grands adorent effectivement. On a une literie aussi extrêmement confortable parce que quand vous faites 100 km, il faut bien dormir. Et puis chaque cabine est équipée d'un coin douche, salle de bain indépendante. Et du coup, maintenant, peut-être aller voir le spa aussi. Voilà, le un spa. peu la cerise sur le gâteau. Exactement. Et donc ça s'appelle la timonerie, c'était une poste de pilotage. Et là, c'était ce qu'on appelait, les mariniers vivaient là avec leur famille, ils étaient 3 ou 4. C'est le logement du marinier qu'on a transformé en spa et qui permet à nos clients de se faire chouchouter. Alors soit ils peuvent être un massage, on a équipé d'un sauna, une douche. Et à l'extérieur, je vais vous faire voir le bain nordique. Le bain nordique, bah alors allons-y. Vous n'allez plus vouloir repartir. Vous avez, voilà, c'est le principe du bain nordique, très relaxant. Donc c'est une eau qui est à 38-40 degrés. Vous plongez dedans et vous laissez détendre. Vous restez une demi-heure et après, en général, vous allez bien dormir. J'ai pas envie de repartir le lendemain, peut-être. Ah, c'est vrai, on a eu ces expériences-là où des clients étaient venus pour dormir une nuit puis ils sont restés 2-3 nuits en fait. En tout cas, merci de nous avoir fait visiter, David Faure, cette péniche hôtel qui est à retrouver ou du côté de Vienne ou du côté de Tournon-sur-Rhône et bientôt aussi un peu cet plus été au sud. avec Morte, ouais. Merci beaucoup. Je vous en prie. On serait bien resté quelques instants ici profiter du spa, mais on doit poursuivre notre route en direction de Valence. On est bon? On se réjouit de la fin, oui. Tu te réjouis de la fin? Oui, tout à fait. J'ai donné de ma personne. Il nous restait pas grand-chose depuis là pour aller jusqu'à Valence, hein, la dernière étape pour nous, où j'ai même failli croiser, où j'ai croisé finalement un serpent. Ah! Nom de Dieu! Ah, t'as pas vu le serpent? Ah! Ah! Toi, t'es passé comme si de rien, et d'un coup, il était au milieu du passage, là, grand et vert, et du coup, ça s'est entendu. Et ça, ouais, t'as fait des cris, je comprenais pas pourquoi. Ouais. Comme avec les gouilles. Comme avec les gouilles, ben voilà, comme quoi chaque jour son lot de surprises. À part retrouver quelqu'un. Pour retrouver quelqu'un. Ouais, trouver un gaillard. Bah, disons que, en fait, on oublie assez rapidement qu'on a des caméras sur les vélos, des micros sur les vélos. Et puis parfois, on va à certaines confidences. Et moi, je t'en ai poussé à une. Mais t'as pas perdu le nord. Non, j'ai réagi tout de suite. Je me suis dit non, pas maintenant, pas face caméra. À un autre moment. Oh, tu me demandes ça face caméra? Ah oui, merde. Ah oui, merde. On rediscute. Ah ouais. Couper tout? Non, je suis toujours disponible, ça intéresse quelqu'un. Hein? Toujours disponible, ça intéresse quelqu'un. Ah ouais. Donc du coup, j'ai pas eu la réponse. On en reparlera. On en reparlera hors caméra, je trouve que c'est pas le moment aussi. Non. C'est ça. Une autre fois. Ah oui. Et c'est terminé pour nous, Martine. Après quoi, 200 km en 2 jours sans entre
Vienne et Valence aujourd'hui. Comment ça a été? Bien, grâce à toi. Non, il a été adorable. C'était très bien. Non, c'est une belle journée aujourd'hui contrairement à hier oui, quand même. Vrai. Ouais. Aujourd'hui, c'était très chouette. Et puis on passe le relais à Sarah et Sonia pour la suite. Oui. C'était quand même une sacrée expérience. Une expérience, ouais. On s'en rappellera. Ouais. Le duo Ayanto sur le. Yeah. Comme conseil, non, je pense que c'était quand même une belle aventure. Ça, je pense on a eu du plaisir les deux. Je crois qu'ils ont eu du plaisir aussi. Avec le soleil. Avec le soleil et des étapes plus courtes. Oui. Moi, j'ai transmis les instructions à Sarah. J'ai dit, prends du papier journal, je te prête mon pantalon de pluie, je te rends les gants de vélo. On les avait un peu briefés, quand même. Et bien voilà, on prend le relais sur Martine et Didier, qui ont souffert. Je sens que la météo n'a pas aidé. Voilà, exactement. On est à Valence et on va faire un parcours plutôt sympa parce qu'à l'arrivée, c'est le bonheur. Ah, ça nous motive. On va où? On va au pays du Nougat. Voilà, Montélimar. Et puis en plus, on a un soleil absolument radieux. C'est le bonheur, on pense à Martine et Didier. Je me suis dit qu'avec la pluie, ça allait pas être évident. Puis finalement, on a eu de la chance. Ah, on a eu de la chance. Et puis moi, le premier critère, c'était quand j'ai vu l'étape qui nous était attribuée, on avait aussi de la chance parce que c'était une étape longue pour mes grandes qualités de cycliste, mais assez courte par rapport à certains des collègues. Donc, confiant et avec le sentiment d'être chanceux. Oui, en tout cas, merci pour les conseils à Martine, quand même, au cas où le papier journal, au début, j'ai pas bien compris. Mais qu'est-ce que tu faisais quoi de ce papier journal? Mais je crois que c'était pour mettre dans les chaussures quand elles étaient complètement mouillées ou un truc du style. Ah d'accord, voilà. Alors on n'a pas eu besoin d'utiliser. Pas besoin. C'était bien si jamais on avait tous les conseils, c'était super. Vélo électrique Attends, faut que j'essaie de faire comprendre l'histoire. Ah ouais, c'est que je te... Ah, il est pas allumé. Ah ouais, mais il est pas allumé. Ah ouais, putain, la montée là, merci Première fois que j'utilisais un vélo électrique, je savais pas trop comment ça fonctionnait. Puis le premier truc au départ, c'était une jolie rampe, une montée. Et un vélo électrique pas allumé, c'est quand même lourd. Du coup, ça pitouillait méchamment, quoi. Donc ça, c'est pour te changer, tu mets mode éco, enfin, ou turbo, toi, ça te change. Oui, elle m'a dit, ouais. Et puis ça, c'est des visions, quoi. Avec l'angle là, mais du coup, là, il va m'aider si je monte. Oui, un petit peu. Tu veux que je redescende ou bien tu prends depuis là? Non, tu peux prendre depuis là. Mais ici, t'es sûr ton truc, là? C'est pas ce que dalle. Non, mais descends. Faut que j'essaye au plat. C'est peut-être juste la vitesse qui est problème. Parce que j'ai pas... Tu vois, je me tape une montée sans connaître, donc... Te moque pas. Non mais là on voit quand ça confirme quand même qu'on était hyper prêts au niveau... À fond. Hein, on avait tout testé avant. On avait tout testé, on s'était entraîné sur les vélos et on maîtrisait les choses, donc on partait confiant. Ouais, ça se voit, hein. Mmh. Regarde-moi ce temps merveilleux. Alors pour le sens d'orientation, moi je suis vraiment grave de chez grave nulle et j'ai de la chance parce que Sonia a géré l'histoire mais de manière impériale. C'est parce que c'est marqué les vélos là. La Drôme à vélo, c'est par là. Ça va. On est bien. Moi je pense qu'on est bien. Oui mais parce que là-bas c'est vert alors. Bon alors en même temps le vélo il est pas du bon côté mais c'est pas grave. Ouais mais c'est pas grave. Oui mais on est des rebelles. Je comprends pas trop ce GPS qui... Je comprends pas. Alors il faut attendre, on va refaire le tour du rond-point ici. Et le rond on est passé dessus là non? Oui mais il faut qu'on rejoigne en bas les berges mais je sais pas où est la route pour rejoindre les berges. On se pose là, puis on essaye de voir, tu vois. Parce que quand je tourne... Le rond-point il est où? Nous on est ici, dans le rond-point. Ça c'est le rond-point? En fait je dois passer là-bas à mon avis, puis rejoindre par dessous là. Là où elle passe la dame. Puis on arrive dessous le pont. C'est juste que là on a l'envers, mais c'est bon.
continue, mais bon, il n'y a que le bus qui peut nous venir face. C'est marqué digue noyée en temps de crue. Hein? Digue noyée en temps de crue. Est-ce que la porte est ouverte ou pas? Non, il y a un cadenas. C'est interdit. Il y a un cadenas. Alors, il faut qu'on trouve un autre chemin. Donc on repart où on était, puis... Il n'y avait rien d'autre, hein? Non. On n'a pas vu une autre route, parce que l'autre, elle nous envoie où? Non, je pense qu'il faut redescendre un peu plus bas pour traverser le bras. Ouais, mais tu sais, celle qui faisait un... On est passé par là avant? Là, on est monté tout droit, mais ça me semble moins raide ici. Moi, j'aime moins, c'est étroit. Tu sais la route qui faisait le virage là. Et tu vois ici que c'est on arrive où? On descend là-bas, on descend où on était. Où on était? On remonte un peu puis ici tu vois il y a un passage ici. Ah donc on reprend celle-là puis on va un bout. Traverser ce bras puis traverser de l'autre côté puis après on rejoint. Ok. Autrement on doit tout revenir en arrière parce qu'il n'y avait rien. Hein. Ouais. Non mais là il y a l'air d'avoir une solution. On va aller voir. Essayer dans ce sens-là. On s'est pas perdu. Non. On a dû faire un petit retour mais à cause le Rhône était trop haut, ils avaient fermé la passerelle, donc on a dû faire un petit détour une fois, mais on s'est retrouvés. Et puis il faut dire que même si on n'était pas, si on sait pas s'y faire, c'est quand même bien signalé cette Via Rona. Oui, c'est vrai. Et puis, en tout cas, ceux qui veulent s'y risquer, même s'ils n'ont pas un grand sens de l'orientation, on s'en sort très bien. Ça va? Yes. Tu boudes? Ouais, tiens là, peut-être qu'on doit prendre juste un petit bout la route, je sais pas où on va arriver, mais on est au moins du bon côté du... De toute façon, on peut pas passer. Du bras de machin. Je te suis parce que c'est toi qui sais où on va. Oh purée. Ah ouais d'accord. Ouah purée. Je crois qu'il faut baisser les vitesses là, non? C'est que j'ai voulu en même temps remonter les... Oh la vache. Même plus d'assistance, hein. Oh là. Ah. On y est bientôt. Ça va? Comment on baisse cette putain de vitesse? J'arrive, bon. J'arrive pas. Là. Ouais, ça c'était pas... Ça c'est une piste rouge pour nous, c'est pas nous, on fait que les bleus. Nous, on fait les bleus. J'adore. Non, voilà. Non mais imagine en plus s'il avait plu. Là, ah ouais, là, on serait encore là-bas. Mais ça, c'est justement l'instant où on avait dû faire. Justement, c'est quand on a dû rebrousser chemin, retrouver un bon chemin et prendre un peu d'initiative. Et on voit que c'était. On poussait le vélo quand même. Hein, ouais, non, mais et sinon, je pense qu'en plus, on n'a pas eu une des étapes les plus compliquées. Mais là, il y a eu un petit passage technique. Un peu fun. Et on voit que voilà, piste rouge. Voilà, nous, on est les pistes bleues et même la piste, il n'y a pas de couleur, à mon avis, au départ. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Disons que moi j'ai bu en roulant. Alors moi j'ai pas ouvert la bouteille, alors je me suis dit qu'en roulant ça va être compliqué. Merde. Pardon.
Moi, je me souviens très bien, c'est que j'avais soif. Puis il y avait un monsieur qui nous suivait et j'ai ouvert la bouteille, puis il y avait plein de bosses, mais des belles bosses quand même. Des beaux dodanes, hein. Et chaque fois que je passais sur une bosse, il y avait l'eau qui partait et à un moment donné, je me suis rendu compte que le gars derrière prenait tout. Mais c'est peut-être pas là qu'on va en fait. Pas du tout. Il y a tellement de maisons du nougat qu'on sait pas laquelle on va. En fait, c'est pas à celle-là qu'on va. Super. Alors, concentrons-nous. On est ici. Ouais. Juste. Et on doit aller là-bas. À mon avis, c'est là-bas. Il me fait marrer ce machin. Mais quoi? Qu'est-ce que tu cherches, quoi? Parce que c'est pas la bonne maison du nougat. Mais si, Arnaud Sobéran. C'est ici qu'on va? Moi, le nom, il me dit quelque chose, ouais. Alors là... Ah, mais c'est peut-être pas le numéro de la rue, oui, c'est pour ça. Attends, mais il y a le bus là-bas derrière, t'as pas vu? Ah non, j'ai pas vu. Attends, alors, suis-moi. Alors là, j'ai qu'un conseil aux gens. Quand vous suivez un GPS, des fois, il faut lever la tête, puis arrêter de croire que le GPS, il sait mieux que vous. En fait, là, je vois qu'on était sous le panneau. Oui. Ouais. Bah alors, moi, je me posais pas trop de questions parce que je te suivais. Et puis, tout à coup, tu me dis, ouais, c'est pas là. Puis moi, je voyais le nom. Je dis, mais attends, si, c'est là. Ouais, bon, c'était en bout de course. On voit qu'on était un peu fatigué, là, quand même. Mais, quand on arrivait, mais fatigué. Ouais, ça, c'était la dernière étape. Hein. Ouais, et là, c'était le bout du bout. Mais finalement, voilà. Mais effectivement, il y a tellement de maisons de nougat dans Montélimar. Il y en a plein. Mais on n'a pas regretté d'avoir trouvé la bonne parce que c'était vraiment... Ouais, on n'avait pas le bon numéro, mais on l'a trouvé. Hein. Voilà, ouais, non, c'était super. Ouais. Enfin, on y est. Ouh. Ça va. Magnifique. Ouais. Et toi? On est enfin arrivé à Montélimar, à la fabrique de nougat. Alors je me réjouis vraiment parce que là on en a vraiment, vraiment besoin. Allons goûter les nougats. Alors on a beaucoup pédalé, on est arrivé depuis Valence et ici on est à Montélimar pour visiter une fabrique et un musée absolument exceptionnel, Arnaud Sobéran, le nougat. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous son responsable, Didier Honoré. Bonjour mesdames. Bonjour. Comment allez-vous? Alors on est un peu fatigué quand même, on a beaucoup pédalé, donc on est oui. très content d'être là parce que je pense qu'on aura des petites douceurs. Mais bien sûr. On peut visiter tout ça? Alors on va visiter et il faut savoir aussi que le nougat est une confiserie qui donne de l'énergie. On est venu exprès pour vous. Voilà, c'est parfait. C'est à la fois naturel et revigorant. Alors En ici pleine vous nature. vous trouvez dans la reconstitution d'une cour de ferme et on parle ici de nos matières premières. D'accord. Qui sont essentielles. L'amande, vous voyez mon fils aîné Thomas qui parle de ses amandiers, et du miel, puisque c'est lui aussi qui produit une partie de nos miels. Et comme partout dans notre nougat, on voit les ateliers. Alors là maintenant il est un peu tard, nos salariés sont rentrés chez eux, mais tout au long de la visite de notre musée, on a la chance de voir travailler nos salariés. Ici c'est l'atelier où nous fabriquons nos calissons de Provence. C'est génial quand même, parce que la récompense, quand tu vois tous ces nougats partout, il y avait plein de trucs, c'était hallucinant. Ah oui, puis c'est beau, c'est accueillant, ça sent l'authentique, c'est la tradition, et avec ces vitres, on voit tout de suite le lieu de fabrication, le lieu d'accueil, et tous ces paquets de nougats qui nous attendent, qui nous tendent les bras. C'est un peu la carotte. Hein. Ouais, tout de suite on a envie de découvrir ce lieu. Alors nous fabriquons du nougat, du calisson, de la guimauve, des amandes enrobées au chocolat, des biscuits, des caramels, que de bonnes choses. Donc tout ce parcours, ce musée est ouvert à nos visiteurs. Donc, à la fois, il y a des films où on montre la fabrication. C'est un endroit où chacun va trouver un petit peu ce qu'il a envie de trouver. Des odeurs, on voit les gens travailler,
Les enfants ont leurs jeux qui leur sont dédiés avec des quiz. On a voulu vraiment faire un endroit qui soit interactif et où il n'y ait aucune obligation en fait, une liberté totale de s'intéresser à ce qu'on a envie de regarder ou de sentir. On peut apprendre, puisqu'il y a quand même beaucoup de documents, donc il y a un côté pédagogique, mais c'est à la fois un endroit qui est ludique. L'idée, c'est on fait un métier que nous aimons et on avait envie de le partager et de vraiment le montrer notre quotidien à nos visiteurs. Donc vous avez à la fois des documents, à la fois des films, à la fois des photos. Donc c'est vraiment un musée interactif et l'idée c'était vraiment ça, c'était de faire découvrir à nos visiteurs notre monde. Est-ce que ça fait longtemps que ça existe? Alors le premier musée, on l'a refait en 2002 et le musée tel que vous le voyez, on l'a refait en 2019. Mais il existe depuis bien longtemps. Oui, on a toujours eu cette vocation de montrer à nos visiteurs notre métier. C'est un peu, comment dire, notre métier fait partie du patrimoine de la gastronomie française et on a toujours eu à cœur de le partager, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec les parents, parce qu'on estime que des métiers comme les nôtres, qui sont des métiers où on a des spécialités régionales, doivent être partagés avec les gens. D'ailleurs, là, on peut voir... Alors, ici, en marchant, on s'est retrouvé dans les ateliers. Ici, c'est le conditionnement. Donc, mais on voit que c'est une vraie entreprise, donc c'est pas un musée avec des ateliers de démonstration, c'est une entreprise. C'est pour ça que nous avons... Combien vous avez de salariés? On est une trentaine. C'est pour ça qu'on a appelé notre endroit Fabrique et Musée du Nougat. C'est pas un musée poussiéreux, statique, c'est vraiment la vie quotidienne de notre entreprise où il y a essentiellement un travail manuel. Comme vous pouvez le voir, il n'y a que des machines. Nulle part d'automatisation, nulle part de robots ou de machines qui remplacent l'être humain. L'être humain est prépondérant pour la qualité du produit. La matière première et le travail de l'être humain. Merci beaucoup pour cette visite. Avec plaisir. Merci on pour a ces belles parlé explications. de nougat, on a parlé de calisson. Je vais vous proposer une petite dégustation. Avec plaisir. Qui en plus vous donnera des forces pour continuer. Voilà, alors ici vous avez notre nougat de Montélimar. Donc avec nos miels de région, nos amandes, nos pistaches. Ça c'est vraiment une recette, le nougat de Montélimar. Et donc on a un code d'usage pour faire ce nougat. Et ici nos calissons de Provence. D'accord. Voilà, alors je ne sais pas si vous savez comment est fait le calisson. Donc la pâte est cuite au bain-marie. C'est un tiers d'amande, un tiers de sirop de sucre, un tiers de melon confit. Et chez nous, je vous livre un petit secret de notre recette, une pointe d'agrumes et d'amandes amères. Alors moi je me réjouis, je me permets. Merci infiniment. Je vais goûter celui-là. Pour cette visite. Je vous en prie. Et puis moi, écoutez, je vais vous accompagner. Voilà. Donc on s'en lâche jamais. Il faut savoir que nous dégustons tous les jours avec mon fils Quentin tous les produits fabriqués. Pour être sûr que ça soit... Voilà, alors soit pour vérifier le goût du miel que nous avons acheté et voir comment ils sont rendus une fois le produit fabriqué. Mais on a toujours une raison qui est liée à nos achats de matières premières pour juger si nos achats ont été bons, judicieux et si le résultat est conforme à nos attentes. Donc c'est des métiers pas faciles. Hein. Alors on c'est sait un métier très dur. Ici, ça sera bon de toute façon. Qualité, produit de la région locale, magnifique. Merci beaucoup pour cet accueil. Merci à vous. Et puis nous, on se réjouit de passer le relais à Luc et Antoine qui vont continuer à descendre le Rhône. Alors bon courage à eux. Et qu'ils fassent des belles visites et des belles rencontres comme autant que maintenant. Voilà. Bonne suite. T'as aimé les nougats, toi? Ah, ils étaient vraiment... Non, mais on voit que quand c'est artisanal, fait avec des produits où ils maîtrisent toute la chaîne de production, comme il nous a tout expliqué, oui. Franchement, on sent la différence. Oui. On sent la différence. Et toi, du coup, ta valise que tu avais amenée juste pour les nougats, tu l'as remplie, hein? Oui, et j'ai rempli et j'ai déjà vidé. Hein. C'est dire si c'était bon. J'ai dû partager les dernières commandes parce que j'avais mal compris et voilà. Mais... Non, top de chez top.
C'est chouette, hein? Ah, c'était super, hein, cette visite. Oh, mais ils sont là, les suivants. Bienvenue. Ciao. 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 Ça a Donc été voilà. À vous l'honneur. Faites-vous plaisir. Bien, merci. Est-ce que oui. Comment ça marche? Ouais, ça va être compliqué pour le fessier, donc prenez toutes les mesures nécessaires pour essayer d'éviter, surtout qu'ils enchaînent pour 2 jours. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Puis comme c'est des garçons, soyez pas trop ambitieux. Vous êtes que des êtres humains, messieurs. Par exemple. Hein, par exemple. Pour ses 40 ans, René Fem descend à vélo le fleuve qui lui a donné son nom. Dans le prochain épisode, retrouvez de nouveaux duos sur les vélos. T'as répondu? Oui. Ah, moi pas. Au programme, de belles rencontres. Vous cherchez quelque chose en particulier? Non, pas spécialement. L'archéologie, c'est pas forcément... On n'est pas des chercheurs de trésors en réalité. Quelques chansons. J'en voudrais dans mes godasses, à la place des joujoux. Avec mes copines, on casse, on comprend pas tout. Des selfies. Je vais faire mon Fabrice Maillard. Je vais faire des selfies. La vue sur la mer. Le dernier épisode de la descente du Rhône à vélo par l'équipe René Fem, c'est à découvrir ce dimanche à 19h sur Rhône TV.